tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue. Donc aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la mobilisation de connaissances de lieu 2.2, cycle de la vie et grande fonction. Nous allons commencer cette deuxième partie de mobilisation de connaissances de lieu 2.2 par un questionnaire relatif au système respiratoire. Comme pour la première partie, je vous demande de faire pause pour prendre connaissance des différentes questions. Voyons les réponses au questionnaire relatif au système respiratoire. Alors, la question 60 consistait à noter le schéma des voies aériennes supérieures. Donc, comme d'habitude, on va procéder du haut vers le bas. Donc, à gauche, nous avons la cavité nasale, en dessous la bouche, ensuite les glandes salivaires et en dessous la trachée. Donc, à droite, la flèche double correspond au sinus. Ensuite, nous avons le cavum, l'oropharynx et l'hypopharynx. Donc, cavum, oropharynx et hypopharynx constituent le pharynx. Ensuite, en dessous, nous avons le larynx et encore en dessous, donc, l'ésophage. La question 61 consistait à noter le schéma de l'appareil respiratoire. Donc, même chose. À gauche, de haut en bas, nous avons le pharynx, le larynx, une bronchiole terminale, la bronche droite, le poumon droit et une alvéole pulmonaire. À droite, de haut en bas, nous avons la cavité nasale, la cavité buccale, l'épiglotte, la trachée, la carène, le poumon gauche, la scissure interlobaire et le diaphragme. Et tout en bas, donc, c'est l'ésophage. La question 62 consistait à noter encore un schéma, celui de l'arbre trachéo-bronchopulmonaire de face. Donc, à gauche, de haut en bas, nous avons donc l'aorte. En dessous, c'est la veine cave supérieure, le poumon droit et la veine cave inférieure, tout en bas. Ensuite, à droite, de haut en bas, donc nous avons le larynx, ensuite la trachée, l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires, les bronches, les bronchioles et tout en bas, bien sûr, c'est le cœur. La question 63 consistait à préciser le rôle, la fonction de chacun des organes de l'appareil respiratoire. Donc, dans les voies aériennes supérieures, nous avions les fosses nasales. Donc, leur rôle, c'est de réchauffer. Ils sont très vascularisés, ce qui permet de réchauffer l'air, de le filtrer, puisque les petites particules et les germes sont piégés dans le mucus. Elles ont aussi un rôle d'humidification et une fonction olfactive. Ensuite, nous avons le pharynx. Le pharynx qui est un carrefour des voies aérodigestives. Il permet la communication, donc des cavités nasales avec le pharynx, mais aussi de la cavité buccale avec l'ésophage. C'est là où se croisent l'air et les aliments. Il permet le réchauffement et l'humidification également, et il joue un rôle dans la phonation. Le larynx, lui, a un rôle de conduit respiratoire. Il ferme les voies aériennes lors de la déglutition, et c'est l'organe essentiel de la phonation grâce aux cordes vocales. Nous passons aux voies aériennes inférieures, donc avec la trachée qui est le soutien et le conduit des voies aériennes. Elle a un rôle dans l'expectoration des particules étrangères et également de le réflexe de toux, le réchauffement et l'humidification et le filtrage de l'air. L'arbre bronchique, qui est constitué des bronches, des bronchioles et des alvéoles, lui, a un rôle dans le contrôle de l'entrée de l'air, dans le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré, et également dans les échanges gazeux et l'élimination des poussières, bactéries et autres substances étrangères inspirées avec l'air. Ça se passe au niveau des alvéoles. La plèvre, elle, permet aux poumons de rester collés à la paroi thoracique et de ne pas se rétracter. Et elle permet la ventilation, puisque les deux feuillets glissent l'un sur l'autre. Les muscles respiratoires, eux, assurent la motricité de la cage thoracique. Alors, nous avons les muscles inspirateurs, qui sont des muscles actifs, comme le diaphragme, qui se contracte et qui est innervé par le nerf phrénique. Les muscles intercostaux externes, comme les scalènes, les pectoraux, les dentelés.
Et nous avons encore d'autres muscles actifs comme le sternocléidomastoïdien, les scalènes, les pectoraux qui jouent un rôle dans l'aspiration forcée. Enfin, nous avons les muscles expirateurs qui, eux, sont des muscles passifs qui permettent le relâchement et qui jouent bien sûr aussi un rôle dans l'expiration forcée. C'est le rôle de la paroi abdominale avec les obliques et les transverses. C'est aussi le rôle des intercostaux internes, du grand dorsal et du carré des lombes. Donc dans la question 64, il fallait annoter le schéma et lui donner un titre. Donc à gauche, de haut en bas, nous avons une veine pulmonaire, artère pulmonaire, bronchiole, et à droite, de haut en bas toujours, une bronchiole terminale, une bronchiole respiratoire, des capillaires et les alvéoles. Alors, quel titre pouvait-on donner à ce schéma? Eh bien, bon, ça peut être le schéma donc d'alvéoles pulmonaires. Hein. Là, il fallait que ça corresponde au contenu du schéma. Dans la question 65, il s'agissait de définir l'hématose. Alors l'hématose, eh bien, c'est la transformation au niveau des poumons du sang veineux riche en gaz carbonique et pauvre en oxygène en sang artériel, appauvri en gaz carbonique et enrichi en oxygène. Dans la question 66, il était demandé d'expliquer le mécanisme de la petite circulation et des échanges gazeux entre capillaires et alvéoles. Alors, qu'est-ce que la petite circulation? Eh bien, dans la petite circulation, le sang désaturé est véhiculé par le système veineux jusqu'au cœur droit, qui va propulser le sang jusqu'au poumon par l'artère pulmonaire. Et les artérioles pulmonaires, elles vont véhiculer le sang désaturé jusqu'au contact des alvéoles pulmonaires. Hein, c'est une zone d'échange. En ce qui concerne les échanges gazeux entre les capillaires et les alvéoles, ils sont d'autant plus efficaces que la surface est grande. Hein, la présence de surfactants diminue la tendance à la rétraction. Hein, l'alvéole a de ce fait une élasticité rétractile. Les échanges gazeux sont basés sur la différence des gradients de pression partielle de l'oxygène entre les deux milieux aériens et liquides et la solubilité du CO2. Ensuite, ces échanges gazeux sont influencés par la concordance entre la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire la quantité de gaz atteignant les alvéoles, et la perfusion. La perfusion, c'est l'écoulement sanguin dans les capillaires qui irriguent les alvéoles. Et les échanges gazeux sont définis comme le passage de l'oxygène du milieu riche, c'est-à-dire l'air alvéolaire, vers le milieu pauvre, le sang, donc des capillaires veineux. Les échanges gazeux sont aussi définis comme le passage du gaz carbonique du milieu riche, c'est-à-dire le sang capillaire artériel, vers le milieu pauvre, c'est-à-dire l'air alvéolaire. On est à l'inverse. Au terme de ce processus, le sang repart du poumon, enrichi en oxygène et appauvri en gaz carbonique, vers le cœur gauche en empruntant les veines pulmonaires. La question 67 était: quels sont les signes cliniques qui permettent d'évaluer la fonction respiratoire? Eh bien, il s'agit de la fréquence respiratoire, qui est de 12 à 15 cycles par minute chez l'adulte, et l'amplitude respiratoire. Nous allons maintenant passer à un questionnaire relatif à l'anatomie physiologie de l'appareil cardiovasculaire, mais aussi relatif à l'observation de la fonction cardiovasculaire. On va parler aussi de pulsation donc, et de tension artérielle. Voyons les réponses au questionnaire sur l'anatomie physiologie de l'appareil cardiovasculaire et l'observation de la fonction cardiovasculaire. Donc, il s'agissait dans la question 68 d'annoter le schéma. Donc, de haut en bas, en commençant par la gauche, nous avons donc en haut le tronc brachiocéphalique. Ensuite, en bleu, la veine cave supérieure. En dessous, donc, ce sont les veines pulmonaires. Puis l'oreillette droite, la valvule tricuspide,
le ventricule droit et la veine cave inférieure en bleu, et tout en bas en rouge, l'aorte descendante. À droite, nous avons donc juste à côté du tronc brachiocéphalique l'artère carotide commune gauche, puis l'artère sous-clavière gauche, ensuite l'aorte ascendante avec la crosse de l'aorte. Juste en dessous, nous avons donc les veines pulmonaires, ensuite la valvule sigmoïde pulmonaire, l'oreillette gauche, la valve mitrale, la valvule sigmoïde aortique, le ventricule gauche et tout en bas à droite, donc la cloison inter-auriculo-ventriculaire. La question 69, donc les deux temps de l'activité du cœur sont la systole et la diastole. La systole correspond à la contraction des cellules cardiaques entraînant l'éjection du sang des cavités et la diastole correspond à la distension des cellules cardiaques, c'est-à-dire au remplissage des cavités. La question 70 consistait à noter le schéma de la circulation pulmonaire et de la circulation systémique. Donc il fallait indiquer de haut en bas le cerveau, les capillaires, la grande circulation, le poumon, veine pulmonaire, artère pulmonaire, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche, la veine cave, le foie, les intestins, le rein, les muscles et la peau et les capillaires. Donc la petite circulation part du ventricule droit vers les artères pulmonaires. Au niveau des poumons, le gaz carbonique est éliminé et l'oxygène ajouté, et de là, le sang retourne par les veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. Donc dans la question 71, il fallait représenter par des flèches de couleur, rouge pour le sang oxygéné, bleu pour le sang veineux, la circulation du sang au cours de la révolution cardiaque. Donc je vous laisse visualiser le schéma, parce que ça risque d'être un petit peu long à décrire. Dans la question 72, il fallait annoter le schéma du cœur et des coronaires. Donc, à gauche, de haut en bas, il fallait noter le tronc artériel brachiocéphalique, la veine cave supérieure, l'oreillette droite, l'artère coronaire droite et l'artère du bord droit du cœur. Et à droite, donc de haut en bas, toujours, l'artère carotide primitive gauche, l'artère sous-clavière gauche, la crosse de l'aorte, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, l'artère circonflexe, l'artère coronaire gauche, la grande veine du cœur et l'artère interventriculaire antérieure. Donc, dans la question 73, il fallait également annoter le schéma. Donc, nous avions en vert ce qui correspond donc au nœud sinusal, en jaune le nœud auriculo-ventriculaire, en bleu le tronc du faisceau de His et en dessous, c'est également en bleu, donc la branche du faisceau de His dans la continuité. Il fallait aussi retrouver donc les parties du cœur. Donc nous avions tout en haut l'oreillette droite, à droite ensuite de haut en bas l'oreillette gauche, le ventricule gauche, tout en bas c'est le réseau de Purkinje et donc à gauche c'était le ventricule droit. Il fallait retrouver. Ensuite sur la portion donc d'électrocardiogramme, en 1 il s'agit de la contraction des oreillettes, en 2 de la contraction des ventricules et en 3 de la repolarisation des ventricules. Donc voyons maintenant la question 74. Donc la définition du pouls, le pouls est une sensation tactile d'une onde vibratoire perçue par les doigts lorsqu'il comprime légèrement une artère sur un plan résistant. Donc c'est une onde produite par chaque systole ventriculaire qui est transmise tout au long du système artériel. Donc qu'apporte la mesure des pulsations? C'est la manière la plus simple d'évaluer le rythme et la vigueur de la contraction cardiaque. Et les normes des pulsations sont de 130 à 140 pulsations minutes chez le nouveau-né, de 60 à 80 pulsations minutes chez l'adulte et de 60 à 70 pulsations minutes chez la personne âgée. Dans la question 75, il fallait définir les termes tachycardie, bradycardie et arythmie. Donc la tachycardie, c'est l'augmentation du pouls au-dessus de 100 pulsations minutes. La bradycardie, c'est le ralentissement du pouls au-dessous de 60 pulsations minutes. Et l'arythmie, c'est un rythme irrégulier, des intervalles inégaux entre deux ondes vibratoires palpées. La question 76 consistait à définir la pression artérielle. Donc la pression artérielle, c'est la pression qu'exerce le sang artériel sur la paroi des artères,
qui permet aux tissus de l'organisme d'être perfusés selon leurs besoins. Elle est souvent assimilée à la tension artérielle, la TA. Et la tension artérielle, c'est une force élastique exercée par la paroi artérielle sur le flux sanguin. Donc la pression artérielle, ce qu'on exprime en millimètres de mercure, c'est bien la pression. Et cette pression artérielle, elle résulte de deux forces antagonistes, la force de la contraction ventriculaire et la résistance de la paroi des artères, qui doivent donc être suffisantes pour assurer la perfusion tissulaire. Donc cette pression artérielle, elle est variable entre deux extrêmes, qui sont le reflet de la révolution cardiaque. D'une part, la pression artérielle systolique, PAS, c'est la maxima, et la pression artérielle diastolique, ou PAD, qu'on appelle la minima. Question 77 maintenant, à quoi correspondent et qu'exprime la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique, dont on vient de parler. Eh bien, la pression artérielle systolique, c'est la pression supportée par l'artère au moment de la contraction ventriculaire. Et elle traduit donc l'énergie cardiaque et renseigne sur l'état du myocarde. C'est aussi le reflet de la distensibilité du système artériel par rapport à la quantité de sang reçu du ventricule gauche. Et la pression artérielle diastolique, eh c'est la charge permanente supportée par les artères en dehors de la contraction cardiaque. Elle reflète, elle, l'état du réseau périphérique. En ce qui concerne la question 78, eh bien, les normes de la pression artérielle selon l'OMS. La normotension, c'est une pression systolique inférieure ou égale à 140 mg de mercure et une pression diastolique inférieure ou égale à 90 mm de mercure. Donc on parlera d'hypertension avérée quand la systolique est supérieure à 160 mm de mercure et ou la diastolique supérieure à 95 mm de mercure. Et on parlera d'hypertension limitée quand la systolique est entre 140 160 mm de mercure et une diastolique à 90-95 mm de mercure. Dans la question 79, il fallait citer les facteurs de variation physiologique de la pression artérielle. Eh bien, nous avons l'âge, le sexe, le cycle nictéméral, la position, la pression artérielle augmente en position debout, l'exercice physique et les émotions. Passons maintenant à un questionnaire sur l'anatomie physiologique de l'appareil digestif. Voyons les réponses au questionnaire sur l'appareil digestif. Donc, question 80, le schéma de l'appareil digestif. Donc, à gauche, de haut en bas, nous avons le foie, la vésicule biliaire, le duodénum, le côlon et l'anus. Et à droite, de haut en bas, l'ésophage, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle et le rectum. En ce qui concerne la question 81, les 4 tuniques qui constituent la paroi gastrique, donc de l'extérieur vers l'intérieur, sont le péritoine, une couche musculaire, ensuite une sous-couche très vascularisée, c'est là où se localisent les ulcères qui peuvent évoluer vers une hémorragie, et dernière couche, donc une muqueuse. La question 82 consiste à compléter le schéma des cadrans abdominaux. Donc on va commencer par les cadrans à gauche, de haut vers le bas, donc on a l'hypocondre droit, ensuite le flanc, puis la fosse iliaque droite. Ensuite, à droite, il fallait noter l'épigastre qui correspond au cadran central supérieur. Ensuite, nous avons l'hypocondre gauche, en dessous le flanc gauche, puis la fosse iliaque gauche. Et donc, tout en bas, le cadran central, il fallait noter l'hypogastre et l'ombilique.
Dans la question 83, il fallait compléter le schéma de l'estomac. Donc, pareil, on va commencer donc à gauche, du haut vers le bas. Donc, il fallait noter l'œsophage abdominal, ensuite le cardia, la petite courbure, l'incisure angulaire, le duodénum, le pylore, l'antre. Si on repart vers la droite, donc nous avons donc en haut l'incisure cardiale avec l'angle de His, ensuite la grosse tubérosité au fondus, le corps, la grande courbure et ensuite le fond, une petite tubérosité. Question 84, il s'agissait du rôle de l'estomac. Alors l'estomac a un rôle mécanique, il correspond au stockage et au broyage ou la vidange du bol alimentaire et régule également donc le débit intestinal, et il a un rôle chimique, ce qui correspond au début de la digestion grâce aux sécrétions d'enzymes pepsinogènes et de sécrétions d'acide chlorhydrique, ce qu'on appelle le suc gastrique. Question 85. Donc l'organe qui fabrique la bile, eh bien c'est le foie. Et la bile est stockée au niveau de la vésicule biliaire, en passant par le canal hépatique, puis par le canal cystique. Ensuite, à quoi sert la bile? Eh bien la bile fractionne, émulsionne, transforme les graisses en micelles, permettant leur absorption au niveau intestinal. Dans la question 86, il fallait citer les enzymes intervenant dans la digestion des protides, glucides et lipides. Donc, pour les protides, c'est la protéase, pour les glucides, c'est l'amylase, et pour les lipides, c'est la lipase. Pour la question 87, donc les fonctions du foie. D'abord, c'est la sécrétion continue et le transport de la bile. Ensuite, c'est le stockage du glucose sous forme de glycogène qui est libéré dans l'organisme selon les besoins afin de maintenir une glycémie constante. C'est aussi la synthétisation des protéines sanguines, albumine, globine, comme l'hémoglobine ou les globulines, ainsi que les facteurs de la coagulation en épurant la bilirubine et les substances étrangères. C'est aussi la synthétisation et la dégradation des lipides, mais aussi l'élimination de la toxicité, c'est-à-dire la détoxification, par le passage intrahépatique, par exemple des nombreux médicaments et de l'alcool après absorption intestinale, mais aussi de l'ammoniac qui correspond à la décomposition bactérienne du contenu gastrique non digérable. Et c'est enfin le stockage du fer nécessaire à la fabrication des globules rouges. Question 88. Décrivez la fonction exocrine et endocrine du pancréas et quel est son rôle dans la digestion. Alors le pancréas est une glande exocrine et endocrine, donc endocrine puisqu'elle sécrète dans le système sanguin l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, et le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante. Ainsi, le pancréas permet de réguler la glycémie sanguine. C'est aussi une glande exocrine qui produit le sucre pancréatique, environ 1,5 litre par jour, sucre pancréatique nécessaire à la dégradation finale des protéines, des hydrates de carbone et des graisses. Donc, le pancréas produit des sécrétions exocrines qui se déversent dans la partie supérieure de l'intestin. Et plus précisément, le pancréas répand ce sucre pancréatique au niveau du duodénum. C'est exactement là que l'estomac déverse les aliments prédigérés. Or, le sucre pancréatique a pour effet de neutraliser l'acidité des sucs gastriques. Il protège ainsi l'intestin contre les brûlures gastriques. Ensuite, les sécrétions déversées par le pancréas dans l'intestin vont casser les grosses molécules de glucides, de lipides et de protéines, et les particules nutritives ainsi réduites pourront être assimilées dans l'organisme. Il fallait ensuite, dans la question 89, annoter le schéma du pancréas. Donc, à gauche, toujours de haut en bas. Il fallait noter la veine porte, canal cystique, canal cholédoque, canal de Santorini, petite caroncule, grande caroncule, canal de Wirsung, tête et tout en bas, donc les vaisseaux mésentériques. À droite, de haut en bas, artère hépatique, aorte, tronc cœliaque, artère splénique, la queue du pancréas, son corps et l'aorte. Dans la question 90, il fallait noter le schéma du côlon. Donc, à gauche, de haut en bas, l'angle hépatique. Ensuite, nous avons le côlon droit, qui est le côlon ascendant. Ensuite, le cécum et l'appendice. À droite, de haut en bas, l'angle splénique. Ensuite, le côlon gauche, qui est le côlon descendant. Puis le côlon sigmoïde, le rectum et l'anus. Et entre l'angle hépatique et l'angle splénique, il y a le côlon transverse.
Ensuite, dans la question 91, il fallait citer les fonctions de l'intestin grêle et le rôle du gros intestin. Donc, l'intestin grêle assure la phase ultime de dégradation des aliments ingérés. Il assure aussi l'absorption des produits de la digestion. Et il assure par son activité motrice la progression du bol alimentaire. Et il contient un grand nombre de microbes qui jouent un rôle dans la dégradation des aliments. Et il assure une fonction immunitaire sous forme de barrière aux germes introduits par voie alimentaire. En ce qui concerne le gros intestin, il absorbe l'eau et les électrolytes et il sert à la putréfaction et la fermentation puisque les germes éliminent les résidus non récupérés par l'organisme. Ensuite, pour répondre à la question 92, le péritoine est une membrane séreuse qui entoure les viscères abdominaux et tapisse l'intérieur de la cavité abdominale. Alors, quelle est sa fonction? Le péritoine a plusieurs fonctions. Maintenir les organes en place afin qu'ils ne se précipitent pas vers le bassin ou bougent avec les mouvements de l'individu. Il sert de structure porteuse aux vaisseaux et nerfs des organes. Il assure le glissement harmonieux des viscères grâce à une mince lame lubrifiante qu'il contient. Et ce liquide péritonéal existe en quantité minime chez le sujet sain. L'acide, c'est un symptôme lié à une accumulation de liquide péritonéal. Nous allons changer de thème puisque maintenant nous allons avoir un questionnaire relatif à l'hémostase. Donc voyons les réponses au questionnaire relatif à l'hémostase. Donc question 93, l'hémostase, eh bien c'est l'ensemble des processus physiologiques qui permettent de limiter les pertes sanguines provoquées par une lésion vasculaire. Dans la question 94, il fallait d'abord citer les différentes étapes de l'hémostase, puis les expliquer. Donc, les différentes étapes sont d'abord l'hémostase primaire, ensuite l'hémostase secondaire, c'est-à-dire la coagulation, et troisième étape, la fibrinolyse. Alors, l'hémostase primaire, c'est la phase de l'obturation de la brèche vasculaire par un thrombus blanc, essentiellement plaquettaire. Ce thrombus blanc plaquettaire va servir de centre d'organisation au réseau de fibrine lors de la phase secondaire. Alors, on a d'abord un temps vasculaire où le vaisseau se contracte pour réagir contre l'hémorragie, puis un temps plaquettaire où les plaquettes vont s'agréger en un amas, recouvrir la plaie en formant un thrombus. Elles vont adhérer par l'intermédiaire du facteur Willebrand et du fibrinogène qui vont former de véritables ponts entre les plaquettes. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'hémostase secondaire, la coagulation. C'est l'étape de transformation dite explosive du fibrinogène en un réseau de fibrines insolubles pour consolider l'agrégat plaquettaire. C'est la formation du caillot de fibrine. On a à cette étape la formation d'un gel insoluble de fibrine qui s'organise autour du clou plaquettaire qui est appelé donc coagulation plasmatique. Alors, cette hémostase secondaire, c'est le résultat d'une cascade de réactions enzymatiques qui impliquent successivement les différents facteurs de la coagulation. On a d'abord la thromboplastinformation avec la formation de thromboplastine, puis la thrombinoformation avec la formation de thrombine, et la thromboplastine agit sur la prothrombine pour donner la thrombine. Et enfin, on a la fibrinoformation avec la formation de fibrine. Et c'est la thrombine qui transforme le fibrinogène. Enfin, dernière étape, la fibrinolyse. C'est un phénomène physiologique tardif qui aboutit à la destruction enzymatique du caillot, avec donc la dégradation de la fibrine, c'est-à-dire la solubilisation de la fibrine. La fibrine n'a en effet pas de fonction permanente. Cette étape permet d'éliminer les dépôts fibrineux qui peuvent se former dans l'organisme et elle joue un rôle important dans le maintien de la fluidité du sang. Et l'enzyme principale à cette étape, c'est la plasmine. Enfin, dans la question 95, il fallait citer la norme de la numération plaquettaire qui est donc chez l'adulte de 150 à 400 000 par millimètre cube, c'est-à-dire 150 à 400 giga par litre. Passons maintenant à un questionnaire sur le vieillissement physiologique. Donc, voyons les réponses aux questions relatives au vieillissement physiologique. La première, qu'est-ce que le vieillissement physiologique? Eh bien, c'est un processus évolutif normal.
C'est l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme. Et enfin, c'est un phénomène universel, intrinsèque, lent, progressif, irréversible et présent dès la naissance. Dans la question 97, eh bien, en quoi le besoin de boire et manger peut-il être perturbé en lien avec le vieillissement physiologique? Eh bien, il y avait de très nombreuses réponses. Il y a de nombreux facteurs. Il y a le changement de la sensibilité gustative, l'accentuation du goût amer avec une préférence pour les saveurs sucrées avec le vieillissement. Ensuite, une baisse de l'identification des saveurs mélangées, une diminution de la perception olfactive avec une hyposmie, voire une anosmie, mais aussi une diminution de la sensation de soif avec le risque de déshydratation. Il y a aussi le vieillissement de l'appareil digestif, la détérioration des gencives et la perte des dents, la faiblesse des muscles masticatoires, notamment pour ce qui concerne la viande, l'atrophie des glandes salivaires, l'augmentation des sécrétions acides avec le risque de gastrite et les ulcères gastriques, également les troubles de l'absorption intestinale, qu'il s'agisse de l'eau, des vitamines ou du calcium. Il y a aussi la constipation par ralentissement du péristaltisme, la modification de l'équilibre nutritionnel, la diminution des apports alimentaires et de l'absorption des nutriments, ainsi que l'augmentation des pertes caloriques par hypercatabolisme, avec là le risque de dénutrition. Nous arrivons à la question 98 avec le tableau qu'il fallait remplir pour préciser s'il s'agissait de vieillissement physiologique et ou pathologique. Alors, il s'agit de vieillissement physiologique en ce qui concerne la diminution de la sensation de soif, la diminution du débit cardiaque, l'augmentation des pertes caloriques, la diminution du débit de filtration glomérulaire, la fragilité osseuse et la diminution des capacités d'attention. Pour tout le reste, il s'agissait de vieillissement pathologique, c'est-à-dire que l'incontinence urinaire, l'athérosclérose, la dénutrition, les troubles de déglutition, l'insuffisance rénale, l'arthrite, la chute, les troubles de la mémoire et la démence sont liés au vieillissement, à un vieillissement pathologique. Voyons maintenant un questionnaire relatif à l'appareil génital et reproducteur. Donc, voyons la correction du questionnaire sur l'appareil génital et reproducteur. Donc, question 99, tout d'abord les organes génitaux féminins. On va commencer toujours à gauche, du haut vers le bas, donc tout en haut le myomètre. Ensuite, il fallait répondre le corps de l'utérus, l'artère utérine, la cavité utérine, le col utérin et le vagin. Ensuite, à droite, toujours du haut vers le bas, nous avons donc tout en haut l'endomètre. Ensuite, nous avions donc l'ovaire, le parcophore, le ligament large, la trompe de Fallope ou trompe utérine et le cul-de-sac utérin ou vaginal. Juste à côté, nous avions donc les organes génitaux masculins. Donc, même chose, à gauche, de haut en bas, il fallait répondre vésicule séminale, vessie, pubis, prostate, corps caverneux, corps spongieux, gland et urètre. Et à droite, toujours de haut en bas, eh bien, il fallait répondre la colonne vertébrale, le rectum, le canal éjaculateur, la glande de Cooper, le sphincter, l'anus, le canal déférent, l'épididyme et le testicule. La question 100 correspondait d'une part l'ovogénèse puis la spermatogénèse. On va commencer par l'ovogénèse. Et pour les réponses, on va suivre de haut jusqu'en bas en suivant le sens des aiguilles d'une montre. Donc tout en haut, on a le follicule primaire, ensuite le follicule secondaire, le follicule tertiaire, le follicule de Graaff, un ovocyte entouré de quelques cellules folliculaires, sa corona radiata, et le corps jaune. En ce qui concerne la spermatogénèse, donc nous allons aller de gauche à droite en suivant les flèches. Alors on commence avec la spermatogonie. Au stade de la méiose, nous avons d'abord le spermatocyte primaire et ensuite les spermatocytes secondaires, puis les spermatides et avec la différenciation, nous obtenons donc les spermatozoïdes. La question 101 consistait à compléter le schéma des hormones sexuelles et de préciser le rôle des hormones dans les fonctions de reproduction, schématiquement bien sûr. Donc, pour la première partie de la question 101,
le schéma à compléter. Il fallait reconnaître donc la prolactine, PRL, qui agit sur les glandes mammaires en établissant et en entretenant la lactation. Et au niveau des ovaires, elle règle aussi l'activité du corps jaune et intervient donc dans le cycle génital. Il y a ensuite la LH, Luteinizing Hormone, pour hormone lutéinisante, qui au niveau des testicules stimule les cellules de Leydig pour qu'elles produisent la testostérone, et au niveau des ovaires, elle provoque la ponte ovulaire. Ensuite, nous avons la FSH, pour Follicle Stimulating Hormone, ou hormone folliculostimulante, qui au niveau testiculaire stimule la spermatogénèse et la croissance des tubes séminifères, et au niveau des ovaires, eh bien, elle agit sur la maturation folliculaire. Pour la deuxième partie de la question, eh bien, la testostérone, hormone stéroïdienne, produite par les cellules de Leydig ou cellules interstitielles des testicules, stimulée donc par la LH, développe les organes du tractus génital masculin et agit sur la libido. Nous avons ensuite les hormones ovariennes, la progestérone et les estrogènes. Donc la progestérone est une hormone stéroïdienne, principalement sécrétée par les cellules du corps jaune des ovaires et par le placenta. Donc elle prépare notamment l'endomètre pour faciliter l'implantation de l'ovule fécondé. Les estrogènes, au nombre de 3, avec l'estradiol, l'estriol et l'estrone ou folliculine, qui est l'hormone circulante, sont également des hormones stéroïdes dérivées du cholestérol et sous la dépendance de la FSH, comme on l'a vu, produites par les follicules des ovaires et le placenta, et en plus petite quantité par les surrénales. Elles ont pour but de stimuler l'ovulation et la production de la glaire cervicale, et elles stimulent également la croissance, la maturation et le maintien du fonctionnement des organes reproducteurs féminins et des glandes mammaires. Nous allons rester avec les hormones, puisque le questionnaire suivant porte sur le système endocrinien. Passons maintenant à la correction de ce dernier questionnaire relatif au système endocrinien. Alors, question 102. Qu'est-ce que le système endocrinien? Alors, il s'agit d'un système hormonal, mais aussi d'un ensemble de glandes endocrines, n'ayant aucun lien anatomique direct. Un système qui sécrète donc des substances chimiques, les hormones, et dont le fonctionnement est lié au système nerveux autonome. Le système endocrinien contribue au maintien de l'homéostasie. Voyons les réponses à la question 103. Il fallait annoter le schéma des principales glandes et tissus du système endocrinien. Donc en allant du haut vers le bas, nous avons l'hypothalamus, le corps pinéal, l'hypophyse, la glande thyroïde, les glandes parathyroïdes, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, l'ovaire, et chez l'homme, donc, le testicule. Pour la question 104, qu'est-ce qu'une hormone? Eh bien, c'est un messager chimique spécifique, sécrété par des cellules spécialisées. Il peut s'agir d'organes ou de glandes endocrines. Elle est transportée par le sang, règle les processus métaboliques et a un rôle dans la croissance, la nutrition, l'utilisation d'énergie, la balance hydroélectrolytique, la reproduction ou la réponse au stress. Pour la question 105, citer une hormone hypoglycémiante. Eh bien, c'est l'insuline, c'est l'unique hormone hypoglycémiante. Dans la question 106, il fallait citer les hormones sécrétées par l'antéhypophyse, ainsi que l'organe ou tissu cible pour chacune d'elles. L'hormone de croissance, GH, est une hormone somatotrope et elle a une action spécifique sur les cartilages de conjugaison. La CTH, ou corticostimuline, elle stimule, elle, certaines zones de la cortico-surrénale pour qu'elle sécrète le cortisol et les hormones androgènes et donc participe ainsi à la formation des corticostéroïdes. La TSH, ou thyréostimuline, elle augmente le poids et la vascularisation de la thyroïde. Elle permet la synthèse des hormones thyroïdiennes. Enfin, les gonadostimulines dont on vient de parler, la FSH, qui permet la maturation des follicules chez la femme et stimule la spermatogénèse chez l'homme. La LH, elle, joue un rôle dans l'ovulation, la formation du corps jaune chez la femme, et
un rôle dans la production d'hormones mâles chez l'homme, et la prolactine qui, elle, a une action, entre autres, sur les glandes mammaires. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, je vous ai mis un schéma, notamment pour faciliter la compréhension, avec donc l'antéhypophyse en jaune, et ensuite l'action des différentes hormones selon les organes et les tissus. Passons à la question 107. Quelles sont les hormones sécrétées par le pancréas et par quelles cellules sont-elles sécrétées? Alors, nous avons l'insuline, qui est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, le glucagon, qui est sécrété par les cellules alpha, et la somatostatine, qui est sécrétée par les cellules delta. Et bien voilà, cette mobilisation de connaissances de l'UE22, cycle de la vie et grande fonction, est désormais terminée. J'espère que cette mobilisation vous sera profitable et qu'elle vous permettra d'avoir de bons résultats lors de l'évaluation. À bientôt!